C'est très gentil tous ces mots. Alors, voilà comment nous allons procéder. Et je vais annoncer par ordre alphabétique les présélectionnés. Et mes collègues présenteront les 10 livres présélectionnés. Et ensuite, en effet, je vous parlerai du trinôme de tête. Impossible de passer à côté avec sa couverture rouge et sa tranche bleue. Les éditions La Martinière nous offrent un très bel ouvrage, non seulement dans sa parure, mais aussi sous ses jupons, puisque Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot est un véritable bijou de littérature, vêtu des illustrations de Johann Propin. On est en 1837, la France est encore bouleversée par la Révolution, même si 50 ans ont passé, et c'est Baptiste qui porte le récit. Jeune archiviste géniard qu'on finira par trouver attendrissant, il est envoyé au château d'Escreuil, lieu fictif dans la baie du Mont-Saint-Michel, pour faire l'inventaire des biens d'une baronne qui se meurt et ainsi rédiger son testament. Il va très vite se perdre dans l'immense bibliothèque qui ferait baver n'importe qui dans cette salle. Il va se perdre aussi dans les dessins et les peintures signés par des grands noms. Baptiste s'interroge, se passionne beaucoup, voire un peu trop. Pourquoi la baronne possède-t-elle autant de croquis mystérieux, autant de livres érotiques ? Personne n'est prêt à lui répondre, tout le monde est distant, hostile, et par-dessus tout, il lui est interdit de voir la baronne. Existe-t-elle seulement ? Un jour enfin, Séverine, la femme de chambre et dame de compagnie, accepte de lui livrer ses secrets. Entre ces pages, vous trouverez des complots, des rideaux rouges qui se ferment sur des applaudissements, des portes qui s'ouvrent toutes seules la nuit, des bruits de couloir, des fantômes aux yeux bleus et des regards de travers. Dans une ambiance de roman gothique, Christophe Bigot nous transporte à une époque où on distribue les liaisons dangereuses sous le manteau, où les comédiens n'ont pas le droit de reposer en terre sainte et où le sang des têtes coupées coule encore sur les pavés. Si l'auteur nous offre un récit aussi riche et immersif dans ce contexte historique, il n'oublie pas d'aborder avec brio ce qu'on jugerait aujourd'hui moderne, bien que cela existe depuis la nuit des temps. L'homosexualité, le lesbianisme, la transidentité, le plaisir solitaire, sans jamais tomber dans le grotesque, le frileux ou le tabou, simplement la réalité. Le château des Trompe-l'œil, malgré tous ses secrets et ses coups de théâtre, nous livre une vérité. Chacune de ces pages vous poursuivra jusqu'à ce que vous les ayez toutes dévorées. Mais arriverez-vous à dormir en refermant ce livre ? Ça, c'est une autre. Débarquer, débarquement, d'idées, cela vous parle, j'imagine. Que celles et ceux qui n'en peuvent plus des histoires sur le débarquement en Normandie n'écoutent pas ce qui suit. Pourtant, ils auraient tort. Dans ce roman d'Hugo Boris, on sort des sentiers battus du D-Day avec la rencontre de deux personnages, deux solitudes, deux êtres fragiles par-delà l'âge et le temps. Celle de Magali, jeune femme guide sur les plages du débarquement, avec un vétéran américain, le sergent Andrew Colkins, qui a débarqué le 6 juin 1944. Lui, le sergent, est poursuivi par l'enfer qu'il a vécu et hanté par un lourd secret. Le chapitre d'ouverture du roman met très vite dans l'ambiance. Attention, ça va secouer. Andrew retient sa respiration. Ça va être son tour de franchir la limite du pont enténébré, la ligne de départ irréversible. Il tend une jambe à l'aveugle dans le ballon du filet affalé le long du bateau. Il cherche de la pointe du pied une maille où prendre appui. Bascule dans le réseau
souple et instable, de plusieurs mètres. Le nez contre la coque, cramponné à la force des bras, le corps arqué, alourdi par tout l'équipement qui le tire en arrière. Les autres soldats, pendus au filet, créent des oscillations, des à-coups qui le prennent par surprise. Il entend un battement lourd au bas de la falaise d'acier, le chaland, qui percute la coque du navire porteur, malmené par les vagues. L'eau noire apparaît fugitivement dans l'intervalle, trou d'homme où il serait si facile de disparaître, de perdre une jambe, mangé dans un claquement. Les derniers mètres sont à franchir d'un saut hasardeux. Il doit viser le centre de la barge, en se coordonnant avec la houle qui le fait monter et descendre le long de la paroi. À la seconde où il va lâcher le filet, il hésite. Doit-il se lancer lorsque la barge est à son point culminant? Ou une seconde avant, quand elle est montante, pour qu'elle le réceptionne au sommet de la vague? Il se projette en arrière pendant la levée, atterrit dans la cale, tombe sur les fesses, se relève pour se plaquer contre le flanc du canot et laisser la place au suivant. Il glisse en pas chassé jusqu'à la proue, à bâbord, en première ligne. La mer, qui est encore à distance respectable depuis le pont, vibre sous ses pieds. Elle est toute proche maintenant, derrière le contreplaqué de la coque. Là-haut, ils étaient 1200, intouchables. Ils peuvent se compter à l'œil nu à présent. 30 soldats répartis sur 3 files symétriques. Une unité jetée dans la bataille. Des mois de préparation pour aboutir à ça. Une trentaine d'hommes debout à l'air libre dans une chaloupe en pin d'Oregon. Quant à Magali, l'autre héros du roman, le lecteur découvre avec elle l'univers particulier des circuits du débarquement, plutôt intéressant à connaître. Il y a encore 15 ans, les guides étaient obligés d'être excessivement pointus. Ils avaient affaire à des vétérans du 6 juin, militaires en tout genre, des connaisseurs. Ils sont plus rares aujourd'hui, mais les agences continuent de tourner avec des groupes du monde entier. Quand tu parcours la Normandie, par tous les temps, du sable plein la bouche à Utah Beach, la peau du visage tirée après chaque passage à la pointe du Hoc, au bord de la déshydratation l'été à 40 ans, à crapahuter 60 heures par semaine pendant 8 mois de l'année, sans jamais avoir 2 jours de repos d'affilée, à nettoyer ton minibus au car-wash tous les matins, à casser du rétroviseur comme du petit sucre sur les routes de l'arrière-pays où tu roules à 90 pour rattraper le retard, sans jamais t'arrêter de parler anglais, en t'efforçant d'avoir l'air enjoué et sympathique, à restituer au milieu des ruines des scènes que tu n'as pas vécues, quand tu n'es plus rien qu'un forçat de tourisme de mémoire, enchaîné à des circuits prévendus sur Internet comme des produits de consommation bien calibrés, attelé au grand récit sans cesse recommencé, à dévider ton couplet habituel, à faire semblant de chercher tes mots, à feindre de te découvrir en train de parler, alors que tu utilises les mêmes mots tous les jours, obligé de te répéter jusqu'au départ du dernier client. Tout ça pour recommencer le lendemain matin. Quand tu t'infliges ce régime-là de bonne grâce, c'est qu'il y a autre chose, un lien que la raison seule ne peut appréhender. La rencontre entre Andrew et Magali sera spectaculaire, voire dramatique, très émouvante, mais apaisante pour tous les deux. Alors, lisez ce livre, débarquez, il en vaut la peine.
C'est un recueil de 11 nouvelles. À l'aube de notre nouveau siècle ou du précédent, ces nouvelles tracent les portraits de personnages réels qui ont marqué le siècle dernier ou des personnages de fiction ancrés maintenant dans ce nouveau siècle. Tous ces personnages ont en commun le retrait par ratage, non-aboutissement, renoncement, amour, contrariés ou unilatéraux, dépit. Donc je vais vous lire quelques extraits de la dernière nouvelle qui s'appelle « J'y suis ». Marceau a 23 ans. C'est un provincial issu de la classe moyenne, curieux alliage de fougue, toute juvénile, et d'une pondération qui n'est pas de son âge. J'ai contemplé son minois, pâle et gracieux, adorable, aurait dit Roland. Marceau, je vais te raconter une histoire. Regarde-moi et lâche ce portable. Il a obtempéré et soufflé sur sa frange. Écoute-moi bien. Ça se passe en 1979. C'est un homme qui a l'âge que j'ai aujourd'hui. Il a donné rendez-vous pour le déjeuner à un étudiant qui assiste à son séminaire et qu'il trouve très doué. Il se prépare comme on préparerait à un rendez-vous amoureux. C'est peut-être pathétique, mais du haut de ses 64 ans, il choisit de s'abandonner à cette douce excitation. C'est irrésistible. Le déjeuner se passe bien, c'est-à-dire cordialement. Une sorte de désespoir saisit alors l'homme. Qu'attendait-il d'autre que ça ? Un déjeuner de maître à élève ? Il a envie de pleurer. Il a 64 ans et il a envie de pleurer. Il savait que le garçon n'aurait aucun désir pour lui, mais c'est comme s'il découvrait sur l'instant que le garçon n'a aucun désir pour lui. Disons qu'il s'est raconté une histoire du bout des lèvres, mais une histoire quand même. J'ai joué un peu de piano pour O à sa demande, sachant dès lors que j'avais renoncé à lui, il avait ses très beaux yeux et sa figure douce adoucie par ses longs cheveux, un être délicat mais inaccessible et énigmatique à la fois doux et distant. Puis je l'ai renvoyé, disant que j'avais à travailler, sachant que c'était fini et qu'au-delà de lui, quelque chose était fini, l'amour d'un garçon. Marceau est resté interdit, puis il a demandé d'une voix curieusement fluette, celle d'un enfant. Et qui parle ? Roland Barthes. Alors, toi aussi, tu as renoncé. On ne comprend que ce qu'on veut bien comprendre, ou alors on feint de ne pas avoir saisi. Je dois y aller, a-t-il marmonné. J'ai suivi Marceau au salon, je l'ai regardé enfiler ses chaussures de super-héros, et après son départ, j'ai remis Wim Mertens d'Arpa. Je me suis resservi un verre aussi. Je n'ai jamais pensé à demander à Marceau le nom de son parfum. Il laisse toujours un sillage poivré de frisia qui persiste longtemps après. Et puis j'ai songé une fois encore à Roland, à ce dernier déjeuner avec lui. Je me suis revu découvrant bien plus tard dans son livre « Incident », publié à titre posthume, ce qu'il avait écrit de notre dernière entrevue, ce qu'il appela le délaissement. J'y suis bel et bien, Roland, à ta place. Maintenant, ça y est. Trois femmes pendant la Grande Guerre. À travers les vies au quotidien de Jeanne, infirmière
sur le front, Lucienne, qui endosse le rôle de paysanne responsable du domaine agricole, et Fernande, la munitionnette, l'auteur évoque le dur labeur des femmes qui ont assuré en l'absence des hommes partis au front. Le sujet n'a rien d'original et a été souvent traité, au cinéma notamment. Mais ces trois femmes endossent le rôle de ces femmes sans gloire dans tous les milieux économiques, toutes les couches sociales pendant plus de 4 ans. Ici, l'auteur dévoile leurs pensées, leurs peines, leurs responsabilités, mais aussi leur fragilité, leurs sentiments de femmes, leurs émois, ce qui n'est pas souvent donné à lire, car la guerre finie, elles sont retombées dans l'anonymat. Autre originalité, les maris absents sortent du lot des soldats de la Grande Guerre. L'un était insoumis et déserteur, envoyé au bagne sur l'île du Diable. Le deuxième s'est suicidé et le troisième a été fusillé pour l'exemple. Jeanne, Lucienne et Fernande veulent savoir pourquoi leurs époux ont agi ainsi. Elles sont fortes, affrontent le regard des autres, tiennent tête, agissent en silence et parviennent un temps à s'émanciper. Jeanne le dit ainsi. « Je n'ai plus le temps pour inviter la morale et obéir à ces injonctions que sont la patrie, la famille, les honneurs d'une vie juste et travailleuse. Tout cela n'a plus aucun sens sans Pierre. Et cette guerre qui ne répand que la désolation autour de nous. Déjà à peine né, il m'avait fallu vivre sans mère, avec un père qui avait pallié comme il avait pu son absence, bourru mais toujours tendre, sévère mais juste, avec ce qu'il fallait d'affection pour me transmettre la force d'aimer. Et cet amour, c'est Pierre qui est venu me l'arracher du cœur en venant se perdre au village. Alors c'est décidé. Mon seul héritage et ma bataille est de le préserver, même si pour cela, je dois traverser vents et marées et risquer le naufrage. Pas facile de présenter un polar dont chaque chapitre débute par un relevé de la température ambiante, caniculaire bien sûr, et sanglante de surcroît. À lire cependant lors des longues soirées d'hiver, pour mieux frissonner devant les méfaits du pervers de service. Comme l'auteur est entre autres un ancien préfet de police, il connaît bien le monde des enquêtes et ses états d'âme. En voici une rapide évocation. Lundi 25 juillet, 17h55, 41,5 degrés. Le lieutenant Disberg a vite renoncé au secours du ventilateur. Non seulement ce maudit appareil ne produisait aucun effet sur la touffeur de la vaste pièce, mais en plus, il envoyait volter dans tous les sens les papiers disposés à proximité. En attendant l'intervention hypothétique du service logistique pour remédier à la panne du climatiseur, et faute de pouvoir manœuvrer des stores, ils en sont réduits à des expédients. En bonne place, parmi ceux-ci, le drap blanc disposé devant la fenêtre par le même Disberg est régulièrement humidifié. Le lieutenant affirme avoir lu sur Internet que ce procédé rudimentaire constituait un remède efficace et parfaitement écologique, a-t-il cru bon de préciser, aux affres caniculaires. Aucun de ses collègues n'a eu la force de discuter de cette opinion tranchée, chacun préférant conserver son énergie pour, tant bien que mal, effectuer les tâches du moment. De grandes bouteilles d'eau en plastique, vidées de leur contenu, s'entassent dans un coin. Il en est de même pour les brumisateurs dont la plupart des présents n'avaient plus eu l'usage depuis le berceau. Si l'on ajoute la dispersion aléatoire de ces épaves, aussi désolante que déprimante,
on obtient une ambiance aussi désolante que déprimante. Le silence inhabituel dans lequel travaille l'équipe, juste troublé par de profonds soupirs accablés et les pauvres gargouillis provoqués par l'ingestion à répétition de liquide tiède, apporte une touche funèbre supplémentaire. Alors, le briefing organisé dès son retour par Marion, la policière chargée de l'enquête, dans la salle de réunion attenante, exiguë mais dotée d'un rafraîchisseur, arrive à point pour redonner un minimum d'allant à ses troupes. La jeune femme se limite à une synthèse des dernières 24 heures, en incluant sa rencontre avec le juge d'instruction. Phrase courte, propos limités à l'exposé des faits et des éléments vérifiés. L'intervention est volontairement brève, puis s'engage un tour de table. Autour du personnage Fanny, c'est un livre choral, à plusieurs voix qu'alternent les chapitres. Le style de la narratrice est évolutif et suit la progression de l'âge. Les chapitres Éléonore, écrits au passé, pour la plupart, développent une idée du temps qui s'ancre dans l'histoire. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le roman, d'autres figures apparaissent, le père, le frère, Sylvia, enfin, la mère atteinte d'une maladie, la drépanocytose, qui est une déformation des globules rouges qui se transmet de génération en génération. Ce qui ressort de ce roman est la vie coexe des Guyanais autochtones. L'interdiction de la contraception et avortement, d'où le nombre de naissances qui se succèdent, et souvent la désinvolture des pères. Étonnamment, la Cour suprême des États-Unis, contre l'avis de la majorité de la population, vient de mettre fin au droit à l'IVG garanti depuis 1973. Il y a aussi parallèlement cette recherche de l'or et la violence qu'elle engendre. Cette violence rarement exprimée mais toujours sourde, qui éloigne les hommes, circule tout au long du roman comme tout le long du fleuve qu'il remonte en pirogue, allègrement de l'aval en amont ou l'inverse. À la complexité des généalogies où des trous marquent l'absence de parents correspond également la complexité du fleuve Maroni et ses méandres qui séparent la Guyane et le Suriname, deux langues coloniales différentes parlées. Et Fanny, pour essayer de lutter contre les lois tribales et essayer de reconstituer une famille éparpillée, représente à elle seule les deux rives du fleuve qui redonnent cohérence à l'unicité du territoire. Tout un univers sensible et un éclairage étonnant sur cette partie peu connue de notre monde. C'est peut-être ça, toute la mémoire pour plusieurs vies, inventer la sienne et celle de ses ascendants pour savoir qui on est. Avoir à les inventer pour combler le vide de ses parents absents. Mais j'ai décidé que pour les imaginer, j'essaierai d'en savoir un peu plus sur ma mère, cela me paraissant compromis pour mon père. Combien de temps, combien d'années se sont écoulées depuis leur dernière vraie discussion ? Et remonter la trace du mystère de mon père maintenant qu'il vit sur les sites d'orpaillage, c'est encore plus inenvisageable. Ma mère, elle, est à Saint-Laurent, je crois. J'aurai l'occasion d'y aller et je la retrouverai. Elle m'expliquera comment elle s'est appelée Éléonore, comment elle s'est retrouvée sur la côte, le parcours de sa vie, comment je suis né. Une image me revient d'un événement qui a bousculé à nouveau la routine. Cet été-là, je suis devenue femme. Une raison de plus d'appréhender le retour à Grand Santi. Et plus cela s'approche, plus je trouve confortable la vie du Campo, une vie sans passé, sans mémoire. Mais aujourd'hui, une vie qui semble s'éteindre, ce qui ne me laisse plus le choix. Comment
Pourrais-je offrir un avenir à mon enfant si je n'ai ni passé à lui transmettre, ni aucune idée sur mon avenir? Comment ferais-je pour l'aider à se construire en niant le début de son histoire? Acceptez seulement ce que l'on vous offre au présent, sans passé, sans autre perspective que d'être là et de voir au fur et à mesure comment avancer. Considérez que l'enfant est juste le fruit du désir d'un moment, celui d'un homme, et je l'espère d'elle aussi. Ignorer le père, ne pas se préoccuper de l'impliquer. Il faut d'abord que je m'occupe de reconstruire ma mémoire et celle de toute ma famille. Trop de questions pour une gamine de mon âge, qui sont heureusement bientôt chassées de mon esprit, avec la... Deux grains de sucre, un soupçon de secret. Voici un titre qui met l'eau à la bouche. Pourtant, il est des friandises au goût d'amertume. Simon Desprado le sait bien, les bonbons, c'est son métier. Dans le roman de Brigitte Piéfer, il est bien question de sucre, puisqu'on y rencontre ce maître confiseur dont la vie est baignée de douceur, au sens propre comme au figuré. D'un côté, le délice des marrons glacés, des pastilles, des nougats, des pralines que Simon façonne avec passion dans sa boutique Le Mortier d'Argent. De l'autre côté, son précieux entourage. Comme le jeune apprenti naïf mais studieux, Alberto, son grand-père adoré, silencieux et protecteur, Gabin, son meilleur ami, loyal et intrépide, et Adeline, la belle et douce Adeline, la sœur de son meilleur ami. Pour couronner le tout, Simon vient de remporter le concours qui va le projeter sur le devant de la scène rouennaise. Plus que ça, française. Le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche seront de passage en juin 1633 à Forges-les-Eaux. Sa mission, réaliser une vertigineuse pièce sucrée en leur honneur. Simon entame alors sa quête de la perfection. Ingrédients, dosage, croquis, tout y passe. Et comme s'il n'était pas déjà sous pression, Adrien de Mèchefeu s'en mêle. C'est là qu'intervient l'ingrédient principal de ce livre, le soupçon de secret. Adrien, négociant en teinture arrogant et envieux, a en horreur les réfugiés espagnols et portugais qui, selon lui, volent les bénéfices que pourraient se faire les Rouennais de longue date. Pour évincer Simon et conquérir la jeune Adeline, trop jeune pour lui, il n'hésitera pas à fouiller dans le passé familial de Simon. Quitte à faire appel aux inquisiteurs, car on peut le comprendre grâce à la plume enrobée de l'autrice, tout ce caramel camoufle en réalité un sujet bien plus dur à mâcher, celui de la communauté juive obligée de fuir et s'exiler pour échapper à la mort et à la torture, obligée de pratiquer une religion qui n'est pas la leur, au risque d'éveiller les soupçons. Aventure, amour, amitié, passion, mais aussi meurtre, incendie, sabotage, complot. Voilà ce que renferme ce récit bonbon. Celui qu'on met sur la langue en attendant qu'il fonde, d'abord doux et mielleux, pour finalement se rendre compte que son cœur est piquant, acide. Sous les feux d'artifice. Gwenelle Robert est professeure de lettres. Elle vit à Saint-Malo, la cité corsaire. On ne s'étonne pas qu'elle s'intéresse au combat naval. Celui prétexte à son roman « Sous les feux d'artifice » n'est pas banal. En 1864, un épisode de la guerre de sécession s'est transporté jusqu'au large de Cherbourg. Un duel va opposer l'Alabama, corvette confédérée, au Kearsarge, navire unioniste. La bagarre se décide au moment même où est inauguré en grande pompe le casino de Cherbourg. Cette nomachie, terme qu'affectionne la romancière, offre un spectacle avidement et cyniquement suivi.
même en Normandie, ce fait incroyable reste encore aujourd'hui assez méconnu. La prouesse de Gwennael Robert est de mettre en parallèle de son récit l'épopée tragique et lamentable de Maximilien et Charlotte de Habsbourg. Le couple est propulsé par Napoléon III, empereur et impératrice, dans un Mexique en proie au plus violent désordre. Mission impossible pour les jeunes souverains jouait d'une stratégie politique vouée au fiasco. Le but recherché est de rouvrir via le Mexique une voie au commerce du coton sudiste. Son assèchement par le bloc nordiste, qui condamne aussi l'Alabama à errer en mer, son assèchement donc condamne les manufactures textiles du vieux continent à l'inactivité, dont celle de Cherbourg. L'intérêt du roman de Gwennael Robert passe par toute une galerie de personnages. En premier lieu, Théodore Coupet, journaliste parisien envoyé suivre l'inauguration du casino de Cherbourg. Et la bataille navale qui s'annonce lui donne l'occasion d'ambitionner de meilleurs postes dans son journal. De surcroît, en rencontrant Mathilde de Ramure, aristocrate abandonnée par un mari ruiné par le jeu et parti combattre au Mexique, germe l'idée d'une arnaque. Ne s'agit-il pas de venir au secours d'une femme qui cherche désespérément à doter sa fille? Le duel entre l'Alabama et le Kearsarge suscite de nombreux paris, et Coupet imagine un stratagème fructueux avec la complicité de Zélie, une jeune ouvrière intrépide aux scrupules élastiques. L'exposition universelle de 1867, où l'on retrouve nos personnages Coupet et Zélie, consacre à Paris un second empire à l'économie triomphante. Les hostilités ont cessé depuis 2 ans aux États-Unis. Et victime collatérale, Maximilien vient d'être fusillé par l'armée d'indépendance de Juárez. J'aurais en conclusion lire quelques extraits de la rencontre quelques mois plus tôt, avant l'exécution de Maximilien, donc la rencontre aux Tuileries entre l'impératrice Eugénie et Charlotte de Habsbourg, venue implorer de convaincre Napoléon III d'envoyer des renforts. Je cite, « Eugénie a tenté de calmer l'ami devenu soudain importune. Elle a prodigué des conseils inutiles. Priez, tenez le plus longtemps possible. Le vent finira peut-être par tourner. » Charlotte a relevé la tête. Son regard alors, ce n'était plus celui qui implorait la pitié. Ses yeux étaient pleins de fierté et de fureur. Elle était redevenue la fille du roi des Belges, l'épouse d'un Habsbourg. Elle méprisait les Bonaparte, ce couple d'arrivistes qui les avait envoyés à la mort en leur promettant des couronnes en carton, en leur jurant fidélité. Elle n'aurait jamais dû se fier à ses parvenus. Elle leur prédisait une chute terrible, et ses imprécations se perdaient sous les voûtes des corridors, tandis que des gardes embarrassés la ramenaient de force à la porte des Tuileries. Au passage, et pour faire référence au précédent roman, Salatko, qui est cherbourgeois, appelle Cherbourg Pembroke City. Donc l'œuvre d'Alexis Salatko a déjà été reconnue par le prix littéraire de la ville de Caen en 2006 pour Horowitz et son père, et mon père. Aujourd'hui, donc, Salatko se glisse dans les pas de Dino Buzzati, dont il évoque les vies multiples à l'occasion d'une dernière enquête menée pour le Corriere della Sera. En voici un extrait, c'est Dino Buzzati lui-même qui parle. Poursuivant mon errance nocturne dans Milan déserte et silencieuse, est-ce possible? Je traversais l'ancienne Piazzale Loreto, où le 28 avril 1945, la dépouille de Mussolini avait été suspendue par les pieds au toit d'une station-service Esso pour subir les outrages d'une foule haineuse. Je pensais au peintre Bacon. Le Duce et sa maîtresse, leurs 2 carcasses à l'envers, écorchés, démembrés, lapidés, les visages flasques et tuméfiés, c'était du Bacon tout craché.
Oui, mais sans le génie de Bacon qui parvient à tout racheter, à tout rendre supportable. L'estomac au bord des lèvres, j'avais assisté en tant que reporter à la chute du fascisme et de son leader qui avait fini comme une merde. Déguisé en sous-officier allemand et planqué au fond d'un camion de la Luftwaffe, ils n'avaient même pas eu le courage de se mettre une balle ou d'avaler une capsule de cyanure. Ils avaient eu raison de le tuer. Et il s'était enfui comme un pleutre. Cet homme que le Mahatma Gandhi avait rencontré, qui jouissait de l'estime du grand Churchill, cet érudit, ce visionnaire, si grossièrement copié par cette fripouille d'Hitler, aurait aussi bien pu faire le bonheur de l'humanité. La frontière est mince entre un saint et un fumier. Que lui manquait-il au fond pour apporter à son peuple paix et bonheur? La bonté? Décidément, Benito me collait au méninge. Je hâtai le pas, fuyant ce passé nauséeux. En traversant le parc Sampione, une expression me trottait dans la tête, comme le refrain déchirant du prochain tube de l'été sur les plages de l'Adriatique. Non molto tempo fa. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, je faisais des courses de vélo autour du château d'Esforza avec les mauvais garçons. Il n'y a pas si longtemps, je prenais le tram numéro 3 pour me rendre au collège Giuseppe Parini. Il n'y a pas si longtemps, j'échangeais des poèmes et de longues lettres avec mon ami Arturo Brambilla, lui confiant mes joies et mes peines, mon désir de réaliser un exploit et mon incapacité à me jeter dans telle ou telle voie. Il n'y a pas si longtemps, je me rêvais cycliste ou alpiniste, absolument pas peintre ou écrivain, encore moins envoyé spécial. Et c'est ce que j'étais devenu. Ce roman tient à la fois du policier et du guide. Ces lecteurs normands ne seront pas dépaysés, qui trouveront là des lieux familiers de la Côte-Fleurie à Caen. La période où se passe l'intrigue n'est pas la plus favorable à la promenade touristique. Puis s'agissant d'un polar, on se refusera à en dévoiler l'issue. Quelques mots quand même sur son déclenchement. On est à Cabourg, en pleine saison creuse. Deux amies, amantes aussi, séjournent le temps d'un week-end dans une villa. L'une, Linda, supervise la sécurité du port du Havre. L'autre, Stéphane, travaille sur l'autre rive, à Honfleur. Elle est lieutenant de police. Au terme de la première soirée, Linda est dans sa chambre, Stéphane s'attarde dans la cuisine. Je lis. Stéphane déposa son verre vide dans l'évier et reprit doucement le chemin de sa chambre, montant, marche après marche, pour qu'aucun bruit ne vienne perturber le sommeil de Linda, endormie dans la seconde chambre de l'étage. Si Stéphane s'était écouté, elle aurait bien poussé la porte, serait assise sur le bord du lit pour regarder dormir la belle américaine, mais elle s'était promis de rester sage. Arrivée sur le palier, alors qu'elle posait la main sur la poignée de la porte des toilettes, un violent claquement sourd venant de l'extérieur l'arrêta. Stéphane resta interdite. Elle avait reconnu la détonation d'un pistolet. Interloquée, elle courut sur la pointe rapide de ses pieds jusqu'à la fenêtre de la chambre, s'empressa d'écarter discrètement les lourds rideaux de tissu pour scruter la rue. Rien ne bougeait, ni sur la chaussée, ni dans les jardins des villas voisines. Les maisons avaient toutes l'air endormies. Stéphane patienta, attendant que quelque chose, n'importe quoi, vienne confirmer son impression. Après 10 minutes, rompue aux longues vieilles de planque, elle alla chercher la chaise près de la coiffeuse, défit la couette du lit, s'enroula dedans et s'assit. Abandonnant pour le moment l'idée de dormir, elle resta immobile à guetter à travers la fenêtre la moindre touche suspecte dans la rue déserte. Fin de citation. C'est cette même obstination qui pousse Stéphane à comprendre ce qui s'est passé. Elle s'attribue une enquête contre toute règle de compétence territoriale. Elle met dans le coup Momo, un jeune délinquant qu'elle s'échine à mettre dans le droit chemin. Un trafic d'objets volés, la disparition d'une étudiante pour laquelle un ami tente de remuer ciel et terre s'immiscent
dans les recherches de Stéphane. Mais la vérité se plaît parfois à se travestir. Vague hiver de Nicolas Sorel, aux éditions Serre-Mer, dans la collection Les Polars d'ici. Alors, nous rompons l'ordre alphabétique et je vais vous présenter les 3 livres qui sont arrivés en tête de notre vote. L'Archiviste, 3e roman d'Alexandra Kozelik, qui est d'origine canaise. 3e roman, une ville d'Ukraine détruite par la guerre. Une archiviste nommée K, comme Kozelik, Kafka ou K, la nouvelle de Buzzati sur un enfant poursuivi par un monstre. Une archiviste en bute à un homme au chapeau, émissaire d'envahisseurs jamais nommés, homme sarcastique et inquiétant, qui oblige K à falsifier les œuvres mémoires de son pays envahi, qu'est l'Ukraine. K répondra à sa façon à cet ordre en Antigone. Avec un texte tissé de fantastique proche du conte, l'auteur dresse un panorama de la culture ukrainienne et évoque de grands événements historiques comme Holodomor, Tchernobyl et Maïdan. C'est un texte en hommage à la littérature, à l'art, à l'Ukraine. Un texte à l'image de la résistance de l'Ukraine pour garder son identité depuis l'époque stalinienne à nos jours. Et pour terminer la présentation de ce livre qui est arrivé en 3e position, un extrait symbolique. K va aux archives pour trouver un article à la lettre K, Kharkiv, la première capitale de la République ukrainienne soviétique. Avec son doigt, elle suivit le sommaire avant de tomber sur ce qu'elle cherchait. Dans les années 1930, l'État soviétique avait convié l'ensemble des bandouristes ukrainiens à donner une représentation musicale au théâtre de la ville. K tourna la page. Face à elle, une vingtaine d'hommes en chemise folklorique. Derrière eux, des femmes avec les mêmes couleurs, rouges et noires, l'une pour la passion et l'amour, l'autre la tristesse et la mort. La jeune femme passa l'index sur ces visages. Ces pauvres gens, ravis d'être à l'honneur, posaient fièrement, leur bandoura sur leurs genoux. Le soir, dans les coulisses, ils avaient répété, remplis de joie à l'idée de partager leur art avec les spectateurs. La bandoura était l'instrument de l'Ukraine, celui qui symbolisait l'etmanat des Cosaques du XVIIe siècle, grâce à laquelle la parole naviguait entre les hommes, les histoires passaient et fondaient leur terreau commun. Sous leurs doigts, la bandoura vibrait. Posée contre eux, elle était le prolongement du cœur. Ce soir-là donc, au moment où le rideau s'ouvrit, les artistes tombèrent devant une salle sans public. Aucun civil n'avait été invité. Au lieu de cela, des soldats en armes. Les cordes des instruments face au métal des mitraillettes. Après un temps de sidération, les bandouristes se regardèrent, hochèrent la tête et, d'un écor tacite et spontané, jouèrent le début de l'hymne ukrainien, la tête haute, les yeux dans ceux de ce public mortel qui accueillirent la musique par une salve de balles.
La gorge de K se serra aux dernières lignes de l'article. Cela lui faisait toujours le même effet quand elle lisait ce document. Cette différence centrale qui résume toute expérience entre celui qui donne la mort et celui qui la reçoit. Ces artistes avaient été assassinés pour étouffer le patriotisme ukrainien. Leur instrument ne représentait qu'un monde condamné qu'il fallait chasser de l'imaginaire collectif. Et pourtant, malgré la mort de tous les bandouristes et les efforts de censure, le peuple avait continué de confectionner ces instruments, d'initier leurs enfants à cette musique, et près d'un siècle plus tard, des chanteurs qui s'accompagnaient des bandouras sillonnaient villes et campagnes, divulguant toujours l'épopée des Cosaques. Un bruit lui fit tourner la tête. L'homme au chapeau était toujours là, quelque part, à la gaieté. Un frisson parcourut son échine. Elle se savait, comme ces artistes, prise dans le piège à souris de sa bibliothèque. Xavier Leclerc, on retrouve, comme dans notre prix 2022 de Lilia Hassen, l'Algérie, une histoire familiale, les difficultés de l'exil et du statut des immigrés. Un récit en hommage à la figure du père, analphabète et mutique, arrivé d'Algérie en Normandie en 1962. De l'enfance à l'adolescence du père et à son parcours d'homme sans titre, Xavier Leclerc dénonce en oblique l'exploitation coloniale, la guerre, qui ne dit pas son nom, l'escalade de la violence. Il montre aussi comment la littérature et la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair lui a permis d'emprunter un chemin différent des siens. C'est un livre sous le signe d'Albert Camus, émouvant, sensible, aux envolées poétiques. Et je vais vous en lire quelques extraits qui en donnent l'image. À propos du château d'eau d'Hérouville que vous connaissez tous, et de ses 3 réservoirs métalliques, bleus, voilà ce qu'écrit Xavier Leclerc. Je repensais à la vie de mon père et à ses 3 peurs récurrentes, les chiens, les prises électriques et les couteaux. Il changeait de trottoir à la vue de n'importe quel chien. Et quand il se trouvait surpris par un chien derrière lui, il bondissait chaque fois d'un pas de côté comme pour esquiver le danger. Aussi, il nous interdisait de nous adosser ou de nous asseoir trop près des prises électriques. Impossible également de lui remettre un couteau, avant de manger par exemple. J'ai souvenir qu'un jour, alors que je tendais une lame vers lui, il m'arrêta net avec de solides remontrances mêlées d'une angoisse palpable. La première peur, je le comprends maintenant, trouvait sa source dans sa prime enfance, quand il se battait pour des restes avec des chiens errants. Les peurs du courant électrique et des couteaux remontaient, quant à elles, à la guerre d'Algérie. Plus loin, mon père, illettré, fut mon premier livre. Il regorgeait de mots et de sentiments captifs qui ne s'échappaient que par bribes. Difficile de soudoyer le geôlier de sa mémoire, mon père avait du mal à me parler des affres de la faim qu'il comparait à un sommeil. Lui et son geôlier s'entendaient bien au fond. Ces quelques récits n'étaient donc que des évadés, comme le jour où, par mégarde, mon père laissa s'échapper quelques mots sur la fièvre du typhus, ou celui des fouilles du hameau par les paras qui défonçaient les portes, brisant les amphores pour trouver des armes, tandis que sa pauvre mère, Kaltoum, tentait de ramasser de ses 2 mains
l'huile d'olive mêlée à la poussière et aux éclats d'argile. Plus loin, dans le quartier, une rumeur d'adoption circulait à mon propos. J'étais pourtant bien le fils de mes parents. Une déchirure inéluctable était à l'œuvre. Ce n'est que bien plus tard, en découvrant Camus, que j'ai ressenti moi aussi la honte d'avoir eu honte. Nous étions une famille nombreuse, mais je m'y suis toujours sentie seule. La pluie, la buée des carreaux cassés de ma chambre partagée, la fausse dentelle des rideaux blancs accrochés par des élastiques entre deux clous, le vieux papier peint déchiré, les blattes qui y circulaient, tout m'inspirait en rime ou en vers libre. J'écrivais des pages et des pages. Larbi, mon frère, qui les avait un jour trouvés sous mon matelas, paradait en les lisant à haute voix, ricanant et affectant une gestuelle efféminée. Mes feuillets finalement récupérés, après les avoir arrachés de ses mains pour une partie ou ramassés sur le lino pour une autre, je les brûlais dans l'évier de la cuisine. J'aurais pu les jeter directement à la poubelle en ouvrant le tiroir métallique gris du vide-ordures encastré dans le mur et relié à la cave. Mon réflexe pourtant, en craquant des allumettes dans une odeur passagère de soufre, fut de réduire mes mots en cendres. Et pour conclure, et vous faire entendre toujours le texte de Xavier Leclerc, voici quelques phrases tirées de la lettre posthume qu'il écrit à son père, lettre qu'il n'a jamais lue. Ce père incandescent, aux yeux d'artiste, comme une forêt en feu. Page 117. Pour survivre, tu as dû te nourrir de racines, puis te déraciner. Page 122. Tu t'es sacrifié pour nous nourrir, toujours à trimballer ta gamelle de fer, direction les hauts fourneaux. Tu t'es déraciné pour que tes enfants s'enracinent en France. Rémi David donne un éclairage sur l'écrivain et l'homme qui était Jean Genet, sur ses faiblesses, sa crainte d'être statufié et de décevoir, d'où ses affres et ses gouffres de silence, son besoin d'admirer et d'être un Pygmalion, afin d'être ce qu'il ne peut être. Et il fait revivre de manière juste et émouvante Abdallah, son besoin d'être admiré par Genet et son besoin de devenir quelqu'un. Abdallah, qui est la figure centrale du magnifique texte de Genet, Le Funambule. Et comme il donne également une existence sensible aux autres personnages, par exemple Diane, l'ex-trapéziste, à Monique, secrétaire chez Gallimard, et à sa fille, petite fille, Carole, de Juan Goytisolo à Giacometti, entre autres. Giacometti qui est en amitié avec Genet et qui est devenu un de ses modèles et qui est un parfait analyste du travail du sculpteur. Lisez l'atelier de Giacometti. Quant au livre de Rémi David, il prend de plus en plus de force au fil des pages jusqu'à la tragédie de la chute du funambule et au fil rompu entre Genet et Abdallah. Rémi David dresse un mausolée de mots qui s'appuie sur des témoignages, des archives. Signalons que l'auteur est allé en résidence à l'IMEC pour écrire ce livre et qu'il a eu accès aux archives de Jean Genet.
Signalons que l'auteur est né à Cherbourg, vit à Alençon et a travaillé dans le Calvados. Mais ce mausolée de mots est surtout sublime et émouvant. Et cela par la grâce et l'efficacité de son écriture, par la manière de clore les chapitres. Il fait une chute à la manière d'un novelliste, d'un acrobate ou d'un magicien qu'il est lui-même. Et je vais vous lire quelques extraits du livre de Rémi David pour illustrer le travail de Pygmalion de Genet. Il redoublait alors d'imagination, d'efforts pour qu'Abdallah mène un travail sur la chute redoutée. Il l'invitait à faire de la méditation, à faire le vide dans ses pensées, chaque pensée sur le fil étant une chute promise. Pour sa sécurité, il avait attaché une longe à un harnais porté par Abdallah. Genet le poussait, le déséquilibrait pour l'obliger à devoir se rattraper sans jamais, surtout pas, se séparer de son balancier. Ce balancier de 14 kilos qui penchait tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, vers le faux, vers le vrai, la justice, l'injustice, le oui ou bien le non, l'échec ou le succès. Il ne devait pas jamais le laisser tomber, sous aucun prétexte. S'il le laissait tomber, quelle que soit la hauteur d'où il pourrait chuter, quelle qu'en soit la raison, Genet l'avait prévenu, jamais alors il n'accepterait de le revoir, jamais de lui reparler et jamais de lui pardonner. Lorsqu'il saisit son balancier, c'est sa vie même qu'entre ses mains saisit un funambule. Le soutien absolu que lui apportait Genet, sa confiance inébranlable dans l'efficacité de l'entraînement, leur relation aussi de grande complicité, tout cela participait à ce qu'Abdallah progresse. Ce fut très efficace. Il ne chuta bientôt plus seulement qu'une fois sur 2, puis 2 fois sur 3, et puis rarement. En quelques mois, il savait parfaitement marcher, tout comme sauter à 6 mètres du sol. Le spectacle fut sensationnel. Non seulement Abdallah maîtrisait désormais parfaitement l'art du fil, mais il ne faisait pas simple démonstration de sa grande maîtrise, ne se contentait pas d'enchaîner des figures. Bien avant que l'on parle encore de nouveau cirque, Genet faisait déjà, avec le funambule, l'expérience d'un cirque empreint de poésie et très avant-gardiste. Il avait tout pensé dans les moindres détails. Tout se faisait écho, depuis les éclairages, Genet maniait lui-même les projecteurs, le maquillage, jusqu'au costume qu'il avait dessiné pour Abdallah, costume rouge étoilé qui le sublimait. Sans parler de la musique minutieusement choisie, un calypso, car c'était en musique que le garçon devait danser sur le fil. La musique habillait le funambule, il serait un roi nu s'il dansait sans musique. Monique et Juan furent ébahis, même s'ils durent tous les deux à un moment tourner la tête lors du saut périlleux, à 6 mètres du haut, sans longe et sans filet. Mais Abdallah retomba parfaitement sur ses pieds, il dansait sur le fil, marchait au-dessus du vide, marchait même sur le fil, car le fil devenait par moments invisible. C'était éblouissant de maîtrise, de beauté, ça transpirait l'amour, défiait la pesanteur. Genet, lors des entraînements, ne pardonnait rien à Abdallah, ne laissait rien passer. Son numéro était absolument splendide. Pour Genet, ce n'était pas assez, ça n'était pas parfait. Il était Pygmalion, il sculptait Abdallah, tout comme Giacometti sculptait une statue. Et il plaçait son œuvre, non sur un piédestal, mais encore au-delà. Il portait Abdallah littéralement au nu.
Voilà. Nous en saurons plus le jour de la remise des prix, le 5 avril, à l'Hôtel de Ville. Et aussi, comme l'avait annoncé Monsieur Nicole, lors de la rencontre du Salon du Livre. Voilà. Je vous remercie de votre attention.